Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pentio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On se retrouve exceptionnellement en vidéo YouTube préenregistrée avec les invités du jour pour revenir dans un premier temps sur la victoire de l'OGC Nice qui a lieu vendredi soir 3-0 contre le FC Lorient. Et dans un deuxième temps, on se projettera sur un match qui va attirer toute notre attention en tant que supporter du gym forcément puisque mercredi soir le gym jouera à Marseille pour un match très important, déjà pour l'ego en tant que supporter niçois, et en tant que niçois tout court, et puis pour le classement, parce que vous allez voir, si l'OGC Nice avait la bonne idée de faire un bon résultat mercredi soir, ça les mettrait dans de très très bonnes conditions avant cette fin de saison qui arrive à grands pas. J'ai le plaisir déjà dans un premier temps d'accueillir Hugo, qui fait son retour, énième retour de Hugo dans l'émission. Salut Hugo, comment tu vas? Salut Pancho, salut Sky, ça va super. Pour une fois, on a bien dormi après un match de l'OGC Nice, on a passé un bon week-end, donc très content de venir débriefer ça avec vous. Effectivement, la vie est tellement plus belle, tellement plus douce lorsque l'OGC Nice gagne le foot en marquant des buts, en n'en prenant pas. Bref, un week-end de folie de mon côté. Tu l'as dit, tu l'as teasé. On a le plaisir aussi d'accueillir Sky, animateur du podcast Avantinissa. Salut Sky, comment tu vas? Ça va très bien, salut Pancho, salut Hugo. Et puis bon, il fait un temps dégueulasse sur la Kuntea, mais dans nos cœurs, il fait un peu plus soleil, c'est l'essentiel, je dirais. Effectivement, victoire 3-0, des buts de Morgan Sanson, Jérémy Boga et Evan Guessant. Cette victoire, les gars, euh, on l'attendait. Est-ce qu'on peut parler pour autant de match référence? Je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être pour l'une des premières fois de la saison, l'OGC Nice assure un statut d'une équipe qui va jouer, enfin qui joue pour les places européennes. Une victoire large qui aurait même pu être plus large. Hugo, finalement, ça fait plaisir d'arriver en fin de saison à ce type de match. Maintenant, il faut convertir ça cette semaine. Ouais, tu disais match référence, je dirais plutôt match référence en 2024, c'est seulement notre deuxième victoire à domicile, on n'a plus gagné depuis Metz fin janvier, dans un match qui était beaucoup moins maîtrisé que celui-là. Donc j'ai trouvé, même si l'adversité était assez faible, qu'on avait revu quand même quelques séquences du début de saison avec beaucoup de pressing très haut, une bonne agressivité dans les duels, un placement même très haut sur le terrain de Todibo et Dante qui venait vraiment harceler le porteur très haut. Donc ce qui nous a permis, même si on n'était pas vraiment fluide techniquement, de marquer soit en récupérant haut, soit en transition rapide, comme on le faisait en début de saison. Donc là, c'était vraiment très positif. On peut dire qu'on était resté sur une note un peu mitigée avec Reims il y a 2 semaines. Donc moi, j'étais vraiment pas très confiant en allant sur ce match, surtout que ces dernières semaines à domicile contre des équipes du profil de Lorient, on avait été nettement moins tranchant dans les duels et nettement moins efficace tactiquement. Donc c'était vraiment positif de remporter ce match et espérons que ce soit pas comme le match de Lens, un one-shot, et qu'on arrivera vraiment à faire cette dynamique de fin de saison qui peut nous mener à la Coupe d'Europe. Effectivement, il reste que quelques matchs avant cette fin de saison. Sky, c'est un peu l'ADN du club, hein. Tu aimes le rappeler à chaque fois, hein. Oui. Se dire qu'on peut faire un résultat à Marseille et contre Paris, mais qu'on peut perdre lâchement contre Lorient et Le Havre. Bon, ben, Mm. première étape victorieuse pour l'instant. Voilà, quel est ton ressenti sur la rencontre? Hugo l'a dit, on a vu des éléments euh, qu'on n'avait plus vus depuis un certain temps. Un bloc très haut, des récupérations, et puis voilà, un adversaire totalement étouffé. Ça fait plaisir de vivre ce type de rencontre. On l'a pas assez vécu en 2024. On reviendra peut-être sur l'adversaire dans quelques instants. Moi, ce que je choisis de retenir de ce match, c'est que on a arrêté l'hémorragie à domicile, surtout que c'était après quand même enfin, 2 matchs face à des équipes cadavériques que tu dois taper de la même manière que tu as tapé Lorient, en fait, vendredi. Hein, tu aurais dû faire le même match face à Nantes et face à Montpellier. Donc c'est bien, on reprend des points à la maison. On a de la chance que la course à l'Europe en Ligue 1, ça ressemble un peu plus à un combat d'infirmes et que du coup les autres équipes n'avançant tellement pas, que ça nous permet de conforter notre 5e place. Ça sera peut-être le sujet en fin d'émission. Mais vraiment sur la rencontre, ouais, je souscris à ce que dit Hugo, hein. Nous, ce qu'on attend, en fait, ni plus ni moins que pour cette fin de saison, on va pas attendre une révolution dans le spectacle. On a gagné 3-0, mais on s'est encore fait chier au stade. On n'attend pas une révolution de jeu ou que des joueurs se révèlent. Ce qu'on attend, en fait, tout simplement, c'est que l'OGC Nice assume son statut et face aux équipes plus faibles. C'était Lorient vendredi et il y a Strasbourg et Le Havre qui nous attendent encore. Et ben, qu'on prenne le maximum de points sans trembler. Là, le score est ce qu'il est, mais c'est surtout qu'en fait, dans le match, on s'est jamais fait peur. Au niveau de l'attitude, on a eu l'impression d'être concentré et d'aller de l'avant
pendant quasiment les 90 minutes. Et puis, je pense qu'en fait, ce qui a fait qu'on s'est mis dans les bonnes dispositions, c'est la même chose que face à Lens. On a revu un peu ce qui était les préceptes du fariolisme en début de saison. Alors peut-être pas avec autant de maîtrise et autant de panache, mais d'essayer de jouer haut, de provoquer les erreurs de l'adversaire, de faire des récupérations de balles hautes. Bah, c'est ce qui déclenche le premier but de Morgan Sanson notamment. Voilà, c'est des éléments qui semblent basiques. Peut-être qu'on n'arrivera pas à les mettre en place face à des adversaires plus forts que nous, comme Paris ou comme Lille d'ici la fin de la saison. Mais moi, je pense que si tu fais ça face aux équipes derrière nous au classement, y compris Marseille, peut-être d'ailleurs mercredi, bah, en fait, logiquement, tu dois être récompensé au niveau comptable et on sait où ça nous mènera à la fin au classement. La logique, justement, on va en parler, hein, parce que en théorie, hein, si tout va bien, dans un monde idéal, avec le matelas confortable dont dispose l'OGC Nice, voilà, on devrait pouvoir être européen, hein. Je parle au conditionnel parce Moi, je dis que... chat noir, hein, mais il y en a qui Ouais, ont, il y en a qui ont fait, il y en a qui ont fait des vidéos et ça a mal tourné, hein. c'est ça. Bon, Je ne prévois pas d'aller au stade à titre personnel. Ce sera au très mieux le bien. canapé. Donc je pense que l'OGC Nice peut se qualifier en Coupe d'Europe. Tu en as parlé. Premier but, récupération haute de Morgan Sanson, qui était bien titulaire et de retour dans le 11 depuis un quart de finale de Coupe de France au Parc des Princes. Il a été élu aiglon du match. Vraiment un but plein de panache, plein de spontanéité aussi, hein, un tir une quinzaine de mètres dans la lucarne. Premier but en Ligue 1 aussi, il me semble, pour Sanson, qui avait marqué un doublé à Bordeaux, il me Bordeaux. semble. Ouais, c'est Mhm. ça. Hugo, cette victoire, elle est aussi incarnée par ce milieu de terrain-là, qui a été clairement au-dessus. Et je le disais un peu avant l'émission, à titre personnel, et ici dans cette émission, on a été très dur avec Morgan Sanson. Peut-être qu'on attendait quelque chose de différent, peut-être de plus, on va dire, technique, raffiné, balle au pied, peut-être dans l'attente aussi de ce joueur qui va casser une ligne par la passe. Mais en fait, on se rend compte, du moins après le match de vendredi, que le profil de Morgan Sanson manquait cruellement au milieu de terrain sur les dernières semaines. Et sur un match comme ça, en plus, il est couronné d'un but. Eh bien, ça fait du bien de voir un joueur qui risque d'être dans l'effectif sur les 2-3 prochaines années. Ouais, tu as dit, je pense que son titre d'aiglon du match est mérité. Je pense que ça rend le meilleur joueur de la rencontre. Je pense qu'il a bénéficié, lui, on en reparlera peut-être au niveau calendrier, mais des 2 semaines de pause, parce qu'il était gêné par quelques problèmes physiques. Ça faisait même un petit moment que ça traînait, j'ai l'impression, parce qu'en 2024, on retrouverait vraiment pas cette version du joueur qui a beaucoup de volume dans ses courses, qui récupère les ballons hauts, qui initie le pressing. Et là, on a eu vraiment, je crois qu'il sort un peu après l'heure de jeu, mais on avait vraiment une heure à pleine intensité où il nous a permis justement d'initier cette force du milieu et de changer de notre jeu stéréotypé où d'habitude, ces dernières semaines, on passait toujours par les ailiers et on n'avait pas de variété. Et là, avec les milieux qui initiaient le pressing, qui récupéraient haut, ça nous permettait vraiment de mettre énormément en danger l'adversaire. Je compte même plus les séquences en première mi-temps. On récupère, quand Lorient essaye de repartir haut, on a récupéré énormément de ballons très très haut. Et cette fois-ci, il a eu cette efficacité dans la surface qu'on lui reprochait. Je pense que c'est surtout ça qui irritait un peu les supporters. C'est quand même un joueur expérimenté qui approche des 30 ans. On était quand même en droit de s'attendre à ce qu'il ne marque pas son premier but fin avril, surtout vu le volume d'occasions et de situations chaudes qu'il a eu. Surtout que c'est un joueur qui, quand il était à l'OM notamment, marquait beaucoup. Je crois qu'il a une saison entre 10 et 15 buts en Ligue 1. Donc on était quand même en droit de s'attendre à ce qui permette justement cette efficacité du milieu qui nous a énormément manqué, que ce soit dans le jeu, mais aussi dans le volume statistique. Et hier, vendredi, il a bien initié, que ce soit dans sa capacité à presser, mais également dans les occasions qu'il s'est créées, parce qu'après son but, il s'en crée encore d'autres. Donc, match très positif et il a emmené dans son sillage Thuram et Rosario qui ont également fait, je trouve, un très gros match. Ouais, effectivement, Morgan Sanson qui était un peu la clé sur cette rencontre. De retour dans le 11, Sky, et puis l'équilibre de ce milieu de terrain-là. On voit un Pablo Rosario très présent sur les dernières semaines, qui confirme aussi à ce poste-là, et on y viendra, mais un joueur comme Youssouf qui est de retour aussi dans le groupe, ça va poser la question de son nouveau statut, accessoirement. Ouais, la bataille du milieu de terrain, Sky, vraiment gagnée par le GC Nice. Et puis, voilà, comme l'a dit Hugo, ça diffuse aussi sur d'autres joueurs qui étaient en panne de confiance sur les dernières semaines, à savoir Kefren Turam, qui a été à un bon niveau vendredi soir. Je pense que c'est vraiment une question d'équilibre à trouver au milieu de terrain et qu'on a
jamais vraiment trouvé sur le long terme. Bon, il y a peut-être des questions de blessures parfois ou de méformes, mais ça restera un des échecs en fait de cette saison. On disait, enfin, je disais et à tort visiblement en début de saison que, on allait quand même avoir du choix et des problèmes de riches au milieu de terrain. Bah, en fait, on s'est rendu compte que la concurrence, elle a c'est pas trop joué par le haut, hein. C'est plus, des joueurs qui ont interchangé au rythme, comme je disais, des méformes, des blessures, sans qu'on trouve vraiment exactement ce que c'était le bon équilibre pour que tout le monde exprime son plein potentiel. On en a eu un bon aperçu avec le retour de Morgan Sanson, vendredi soir, face à Lorient et la bonne performance de Khéphren Thuram dont on parlera dans quelques instants. Mais je pense qu'en fait, la petite déception qu'on a sur Morgan Sanson, c'est vraiment une question de stats, mais à la fois, je pense qu'on l'a à peu près sur tous les joueurs de l'effectif, quoi. Sur les stats, sur les stats offensives cette saison. Il a jamais vraiment fait de très mauvais matchs, peut-être un ou 2 où c'était vraiment, vraiment en deçà, mais je trouve que c'est peut-être notre milieu de terrain qui a été le plus constant et en tout cas, qui a peut-être le profil qui apporte le plus d'équilibre et à ce milieu, je sais pas. Moi, j'ai plutôt fait partie de la team Sanson jusque-là. Bien sûr, je comprends qu'on s'attend à ce qu'il fasse 5 buts, 5 passes décisives dans la saison. Après, quand tu regardes sur les dernières années, ses stats sont pas nécessairement vraiment meilleures, donc je sais pas. Entre le fait que l'équipe ne tournait pas non plus très bien, que lui n'a peut-être pas pris la position de patron qu'on attendait, mais on se rend compte qu'en fait, alors bien sûr, c'était conditionné par des blessures et des suspensions, mais tu vois le milieu de terrain qu'on aligne face à Nantes et tu vois le milieu de terrain qu'on aligne là, c'est le jour et la nuit et c'est pas juste Morgan Sanson, mais il fait partie de ces joueurs qui bonifient après ses coéquipiers. Il y a Pablo Rosario aussi qui forcément sécurise un peu plus que Tom Louchet qu'on adore, mais bon, pas nécessairement à ce poste de numéro 6 ou en tout cas, pas dans le même rôle. Et ce que tu dis sur le retour de Youssouf est assez intéressant. Je pense que même s'ils sont amenés à se concurrencer au poste de numéro 6, un peu faux, libéraux, pistons voulus par Farioli, je suis pas sûr qu'ils aient la même utilité, la même utilisation, Youssouf et Pablo Rosario. Faudra voir en fonction des matchs, je fais peut-être un peu plus confiance à Youssouf, peut-être en matière de récupération et de muscles à apporter au milieu de terrain et je fais peut-être un peu plus confiance à Pablo pour apporter du volume et de la projection. Donc, à voir selon l'adversaire. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on aura certainement besoin des 2 et en réalité, faire jouer les 2 ensemble, ça me semble pas non plus impossible. Alors justement, on va rester là-dessus. Youssouf qui faisait son retour eh bien, sur le terrain. Il avait plus joué depuis Nice-Clermont où il était rentré dans les derniers instants de la rencontre. Euh, il était titulaire indéboulonnable sur ce début de saison. Hugo, très performant dans ce rôle hybride. Alors c'est vrai que ce Rosario, on l'a beaucoup moins vu contre l'Orient entre Dante et Todibo. Bon, il se trouve qu'on n'a pas été réellement mis en danger aussi. Voilà, tu as aujourd'hui un Youssouf à 100%, un Rosario à 100%. Tu joues Marseille mercredi soir. Hugo, tu fais quoi réellement en fait dans ton choix au milieu de terrain? Bah, c'est difficile parce que d'un côté, tu as Youssouf qui est, je pense, notre meilleur joueur de la première partie de saison, et dans le deuxième camp, tu as Rosario qui est peut-être le meilleur joueur de la deuxième partie de saison aussi, donc c'est compliqué. Ils ont des profils qui sont semblables, mais à la fois quand même bien différents parce que tu as un Youssouf qui va apporter justement ce volume physique à la récupération, ce côté intelligence de jeu, se placer dans la défense à 3, qui est utile parce qu'on s'attend à souffrir quand même contre Marseille qui va au Vélodrome nous presser sans doute haut et venir et se créer sans doute beaucoup d'occasions. Donc il a aussi ce jeu de tête qui est très intéressant donc en phase défensive, mais en phase offensive, sur un match comme contre Lorient, je préfère quand même la qualité de passe de Rosario qui plusieurs fois, on le voit, il fait ses passes qui cassent les lignes. Et donc contre un bloc bas, c'est quand même très utile. Et comme j'ai du mal quand même à définir Marseille aussi en 2024, le type d'équipe que c'est, en fait, j'ai du mal à identifier le type de match qu'on va avoir mercredi, et donc à savoir quel type de profil je mettrai. Je dirais que sur la dynamique, j'ai quand même envie de faire confiance à Rosario qui, physiquement et à la fois dans le jeu, nous a quand même bien dépanné ces dernières semaines dans ce poste de numéro 6. Aussi pour donner de la continuité au milieu, à ce trio au milieu que du coup on a quand même beaucoup perdu en 2024. Ce site qui est French Thuram évidemment est apte à jouer. Et pourquoi pas, ouais, avoir ce joker Youssouf en cours de match, surtout que physiquement, là, ces dernières semaines, c'est très compliqué pour lui. Il rechute pas mal, donc j'ai quand même envie de le garder
de le garder sous le coude pour la fin de Mmh. saison et pourquoi pas dès Strasbourg. Donc ouais, j'irais quand même faire confiance à Rosario sur la dynamique et pour donner de la continuité à notre milieu. Alors, ok, Rosario Sanson. Alors, qui pour potentiellement remplacer Thuram? Parce que tu l'as dit, Hugo, Thuram s'est blessé un peu avant la mi-temps. Il a voulu continuer en début de seconde. On n'a pas plus d'informations, du moins si je dis pas de bêtises, à l'heure d'aujourd'hui. On ne sait pas si il sera dans le groupe mercredi soir. Sky, je vais te poser une double question. Le match de Thuram, tu en as pensé quoi? Et si il est amené à ne pas être partant mercredi soir, tu partirais avec quel type de milieu de terrain? Bah, vendredi, je me suis dit: «Enfin». Bah, enfin pour le gym déjà, de faire un match comme on le disait en début d'émission, sans trembler et en assumant son statut, sans génie, sans rien, mais bon, le match qu'il faut faire, faire le taf. Et ben, en fait, Kefren, c'est un peu pareil. En réalité, il n'a pas été décisif, il fait pas son meilleur match non plus sous nos couleurs, mais il fait tout ce qu'il faut. Il se projette, il apporte sa touche technique, sa capacité à jouer dans les petits espaces aussi et d'attirer des adversaires sur lui pour, libérer ses coéquipiers. Peut-être qu'il le fait avec un peu plus d'intelligence de jeu, donc il perd moins de ballons. C'est tous ces matchs où on l'a vu aller, s'empaler sur la défense adverse et ne jamais lâcher son ballon, il a un peu moins fait. Est-ce que c'est parce que ses coéquipiers se sont rendus plus disponibles? Et notamment Morgan Sanson, Jérémy Boga, c'est tout à fait possible, mais voilà. Et puis je l'ai vu dans la surface, il fait une très belle tête où Mvogo, fait la belle détente qu'il faut, mais S'il met la Kefren même fait à Reims, il y a but, hein. ouais, voilà, enfin, Kefren fait le geste qu'il faut. Donc après, voilà, donc moi, en fait, je l'attends pas de claquer, 10 buts par saison ou d'être un super playmaker. Je l'attends juste de faire, le minimum qu'on peut attendre par rapport à son talent et le minimum d'investissement. Il a fait face à Lorient, en plus de ça, d'après ce que j'ai compris, il fait un quart d'heure de rab alors qu'il est déjà touché, le temps que Hicham Boudaoui puisse s'échauffer et rentrer proprement. Donc en plus de ça, il y a le côté, coéquipier modèle. Bah, à partir de là, enfin, moi, je veux bien qu'on dise qu'on en attend plus, qu'on se pose la question de son avenir à l'OGC Nice, mais s'il n'avait fait que des matchs comme il a fait face à Lorient, ça serait mais même pas un sujet cette saison, Khéphren Thuram, stat ou pas stat, on se dirait qu'on a un joueur, concerné et utile au collectif. Moi, je trouve que voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Quant à le remplacer, ben, forcément, après un match comme ça, on n'a pas envie, mais si physiquement, c'est pas permis, je rejoins un peu ce que dit Hugo. En fait, je sais tellement pas, je sais tellement pas à quel match, on peut s'attendre, mercredi, que est-ce qu'on va, jouer un Marseille qui, va vouloir jouer crânement sa chance, un peu regonflé par, sa performance face à Benfica, même si ça s'est, un peu écrasé déjà depuis, mais et du coup se dire: «Ils vont prendre le jeu à leur compte, pardon», et dans ce cas-là, nous, on a intérêt à jouer en contre, et ben, peut-être que, Pablo Rosario, même avec ses limites techniques, avec sa capacité de projection, bah, tu peux l'associer à un Youssouf, au final, et ça serait pas déconnant avec un Morgan Sanson à côté. Ça serait pas le milieu le plus créatif, mais à la fois, peut-être que pour du contre-pressing et de la projection, ça serait ce qu'il faut, et par contre, il y a une grosse bataille de possession au milieu de terrain. Est-ce que des profils un peu plus joueurs et un peu plus aptes à la conservation du ballon, je pense à un Tom Louchet ou un Hicham Boudaoui, même si, sa forme de ces dernières semaines, même pour moi, je commence à me poser la question. Je dirais bien Alexis Claude Maurice, même si, compter sur un joueur qui sera parti dans 3 semaines, j'ai un peu de difficulté, mais voilà, vraiment ça va dépendre de ce que le staff va travailler à la vidéo, du match auquel on va s'attendre. Mais je trouve que, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, ce milieu de terrain, j'ai pas l'impression qu'on ait trouvé la bonne solution cette saison, et je ne m'attends pas à ce qu'on la trouve au 30e match, non plus. Donc essayons de faire au mieux. Déjà, pour moi, le gros point positif, même si jamais il y a blessure, confirmée de Khéphren Thuram, c'est qu'on a quand même récupéré du monde et qu'on aura le choix. Rien que ça déjà, je me dis que, ça laisse une option de trouver une bonne solution. Effectivement, ça me fait penser un peu à la saison Galtier où on se posait la même question sur les deux attaquants. Mmh. Tantôt Delors Gouiri, Delors Dolberg, Dolberg Gouiri. Il y avait aussi Guessant qui était déjà là. Ouais, c'est finalement la même problématique cette saison au milieu de terrain parce que les joueurs, tu les as, mais par contre, eh bien, on va de déception en déception dans des joueurs en fait qui ne confirment pas
les attentes et le potentiel qu'on pensait qu'ils auraient eu, notamment Hichem Boudaoui ou même Kefren Turam. Hein. On va pas être dans la culture de l'instant. Il a fait un très bon match vendredi soir. C'est insuffisant. Sans doute que les JO approchant et le mercato estival approchant, ça stimule certains joueurs. Mais on peut pas non plus se satisfaire de ça pour un jeune joueur qui est international français. L'adversité, on en a parlé un peu en off et depuis le début de l'émission. Concrètement, messieurs, vous situez où la performance du FC Lorient dans toutes les équipes que l'OGC Nice a rencontrées cette saison? On a une équipe qui est en grande délicatesse de résultats, on le sait, qui se bat pour ne pas descendre. Mais franchement, je me suis fait la réflexion, là aussi guidé par ce qu'on voyait, mais c'est faible, c'est quand même très faible. Voilà, juste 2 mots sur, voilà, vous situez où concrètement cette adversité, Hugo? Pas terrible, hein, on va pas se mentir, c'était pas la meilleure équipe qu'on a vue à l'Allianz. Après, est-ce que c'était vraiment pire que le match contre Montpellier il y a 3 semaines où on perd un peu lamentablement? Je suis pas sûr, hein, même le match contre Metz qu'on gagne à l'arrache fin janvier, c'était pas dingue non plus en termes d'adversité. Mais après, j'ai pas non plus envie entre guillemets, rabaisser la performance de l'OGC Nice, parce que Lorient, c'est une équipe qui allait quand même mieux en 2024, qui a enchaîné pas mal de victoires, qui est gagné à Rennes, il me semble, il y a quelques semaines, avec des joueurs dans une bonne dynamique comme Mohamed Bamba qui est arrivé cet hiver, qui a claqué, je crois, 6 buts sur ses 6 premiers matchs, et qui là s'est fait bien manger par Dante, qui a été très bon au duel. Il y a quand même des bonnes individualités dans cette équipe. Ils ont perdu à Bergel avant le match, donc ça les a un peu gênés, mais voilà, c'est une équipe qui joue le maintien, et on a joué comme on se doit de jouer à chaque fois qu'on joue contre une équipe qui joue le maintien, en les pressant haut, en les asphyxiant, et en leur laissant justement pas le loisir de jouer. Donc c'était un mélange d'une adversité un peu faible et d'un OGC Nice qui a fait son taf. Donc finalement un match entre guillemets qu'on aurait dû qualifier de normal pour toute la saison. Sky? Ni la meilleure ni la pire. Voilà, pardon, c'est mon plaisir perso. Mais non, comme le dit Hugo, c'était naze, hein, très clairement. Bon, après, ils sont 17e sur 18, sans trop de surprises. C'était vraiment pas terrible. Moi, ce qui m'a vraiment un peu, je vais pas dire choqué parce que je suis pas supporter de l'OGC Nice, il en faut plus pour me choquer, mais c'est qu'en fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir une équipe qui jouait sa survie en face. Autant, Nantes, Montpellier, tu sens que c'était des équipes, un peu nazes, ultra limitées, mais ils ont joué crânement leur coup à fond parce qu'ils jouaient, à ce moment-là, un peu plus ou moins, leur survie ou encore le maintien et bon, avec leurs armes et nous, en faisant caca culotte, on leur a permis de remporter les 3 points. Là, Lorient, je les ai jamais sentis vraiment trop concernés par le match, par le résultat. Moi, c'est ça qui me rend un peu perplexe pour une équipe qui, est en grande difficulté là au classement, qui a quand même, comme le rappelle Hugo, des individualités, enfin il y a des joueurs de foot, il y a moyen d'essayer de construire un truc et de faire quelque chose. Mais là, en fait, j'ai eu l'impression de jouer face à une équipe qui, rapidement a soit abdiqué, soit, s'est rendu compte qu'elle ferait rien dans ce match-là et a traversé, toute la rencontre, voilà, comme un long cauchemar. On a su en profiter. Nous, on peut pas dire que, contrairement au match face à Metz, qu'on a gagné de manière, poussive face à une équipe dégueulasse, donc tant mieux. Voilà, ça nous a permis de rendre une belle copie. Je pense qu'on les a quand même fait déjouer, hein, parce qu'on disait sur le pressing, haut, tout ça, on va pas juste, coller, la bonne performance de l'OGC Nice sous le coup de, Lorient, ils sont 17e. Donc voilà, mais je suis quand même, je vais pas dire déçu, hein, parce que j'en ai rien à foutre de Lorient, un bon gros chais à Loïc Ferry, hein, j'espère que, voilà, son crâne chauve ira, luire les pelouses de Ligue 2 très bientôt. Mais voilà, franchement, j'ai pas eu l'impression qu'on a eu une adversité vraiment, très résistante non plus. Alors on parle de Lorient, hein, qui a 26 points, qui est actuellement 17e, qui a 3 points du FC Metz 15e et donc mathématiquement pour l'instant sauvé. Ils ont un match en moins pour l'instant, Lorient. C'est la pire défense de Ligue 1, tout simplement. 55 buts encaissés. Et malgré le fait que voilà, Buonanni n'ait pas pu jouer aussi, hein, parce que bon, il y a aussi cette donnée-là à prendre en considération. Voilà, on espère que Badreddine prendra le temps de bien se développer cette fin de saison et que l'issue du FC Lorient lors de cette arc 23-24 n'aura pas des répercussions
sur son niveau ou sur son moral, parce qu'on compte sur lui. Voilà, parenthèse refermée sur le FC Lorient de Loïc Ferry. Pas de problème avec le FC Lorient ni avec ses joueurs, mais c'est vrai que le dirigeant Loïc Ferry, j'ai un peu de mal, surtout depuis ce tweet de fin août. Et pas que. Ce fut un club sympathique. Oui, Mais voilà, bon, c'est ça, mais il y a eu un avant et un après Mofi. D'ailleurs, voilà. Mofi, parlons-en. Mofi et le Brice, 2 épisodes dont C'est on se serait ça. bien passé, Oui, c'est vrai qu'il y effectivement. a eu le Brice aussi. Mm, mm, mm. Mofi, donc d'ailleurs, c'était pas évident pour l'OGC Nice de gagner à 10 contre 12, hein, puisque comme vous le savez, Terem Mofi a été aligné titulaire dans ce trio d'attaque qui est depuis quelques semaines titulaire. Mohamed Ali Chaud, Jérémy Boga, Terem Mofi, une certaine continuité aussi devant, ça ne fait pas de mal. C'est clairement la seule ombre au tableau si on englobe aussi la potentielle blessure de Thuram. On en sera un peu plus d'ici quelques jours. Mais Mofi, un match très compliqué, euh, inutile dans le jeu, euh, voilà, qui n'a pas eu de réel impact. Et puis j'ai le sentiment que chaque semaine on a le même débat, le même constat. On se dit que effectivement c'est un joueur qui a des qualités. C'est un joueur qui marque quelques buts, hein, depuis son arrivée chez nous, hein. Il a des stats plutôt flatteuses. Mais par contre, que c'est dur de l'utiliser dans le 4-3-3 de Farioli. Et surtout, Hugo, en fait, quand tu vois que Guessant rentre en fin de match, bon, sans doute le match est déjà plié, mais chaque prise de balle, chaque ballon négocié, il y a eu une valeur ajoutée réelle dans l'animation offensive. Il marque en plus sur une passe décisive de JC Todibo. Euh, bon, pas de nouveauté finalement dans notre constat, mais toujours une incapacité finalement autant à lui de s'introduire dans ce dispositif qu'à utiliser ses compétences. Ouais, c'est ça, tu l'as dit, on n'a rien appris de nouveau vendredi, c'est-à-dire qu'un match face à un bloc bas avec de la densité, bah, Mofi, il sait pas garder les ballons de haut but, et il sait pas décrocher, il n'a pas les qualités techniques pour décrocher et attirer la défense, donc quand tu attaques, c'est comme si tu attaquais à 10, parce que tu peux pas t'appuyer sur lui, et lui peut pas se rendre disponible de haut but, donc il a eu pour lui son travail de pressing et ses courses, mais bon, c'est pas non plus, ça pèse pas non plus bien lourd. Il s'est fait quand même sacrément manger par Hadji, le défenseur ghanéen, qui l'a bouffé physiquement tout le match. Donc je sais même pas si on peut dire qu'il a pesé et qu'après Guessant a pu récolter les fruits de son travail en entrant en jeu, mais en tout cas oui, Guessant est toujours meilleur dans ce schéma où il a plus de qualité technique en décrochage. Physiquement, il fait plus mal aux adversaires. Et il a aussi des qualités dans la profondeur, donc il a encore fait la différence en entrant, même si j'ai trouvé un petit peu trop individualiste sur certaines actions, même si on peut pas lui reprocher de vouloir faire ses stats sur le peu de temps de jeu qu'il a. Mais oui, ça pose toujours ce problème de la question du statut d'utilisation de Mofi, parce qu'on lui a souvent trouvé des excuses comme quoi lui, il a besoin d'espace dans son dos pour jouer en transition, mais quelque part, je connais aucun attaquant qui vise la première ligue ou les grands championnats et qui est incapable de jouer de haut but et de progresser techniquement. Donc, ok, ça lui convient pas forcément de jouer contre des blocs bas, mais j'ai envie de dire, s'il veut progresser dans sa carrière, à un moment donné, n'importe quel grand neuf doit jouer dans des petits espaces et contre des blocs resserrés. Donc, s'il progresse pas de son côté, ça va être très très compliqué. Et je vois pas, entre guillemets, ce que Farioli pourrait faire pour s'adapter, parce que enfin, forcément, on va jouer contre des blocs bas la majorité du temps. Donc, s'il progresse pas, c'est compliqué. Et après, comme d'habitude, avoir un contre l'OM où il y aura plus d'espace, où il pourra se montrer plus décisif. Mais est-ce qu'il mérite de jouer? La réponse est non. C'est clairement Guessant qui mérite de jouer. Mais est-ce qu'il jouera? Je pense que oui. Alors, on va poser la question à Sky, mais il faut se rappeler aussi que le premier match de Terem Office sous les couleurs rouge et noir, c'était bien l'année dernière, lors d'un match au Vélodrome, un match durant lequel il avait été très bon de mémoire, sans stater, sans faire de passe D, sans marquer. Il avait été ultra impactant. Et c'est vrai que peut-être qu'effectivement c'est un match qui lui correspondrait. Sky, c'est un sujet, c'est un peu le fil rouge de la saison, hein. On parlait du milieu de terrain tout à l'heure. Le cam office, c'est clairement quelque chose qui nous suit depuis août, quand on a vu un peu l'intention de jeu de Francesco Farioli. Compliqué aujourd'hui, mais bon, je vais te poser la question, est-ce qu'il faut continuer avec Mofi titulaire?
Euh, et est-ce que voilà, il mériterait pas un peu de voilà de chauffer un peu le banc, chose qu'il a déjà fait hein, au cours de la saison. Il y a eu un moment où Guessant a été titulaire, que ce soit et bien même dans l'axe ou sur un côté. Voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de la situation actuelle autour de l'attaquant nigérian? Moi, je pense que j'ai dépassé le cas Terem Moffi, bon, enfin, vous connaissez mon amour pour ce joueur depuis qu'il est arrivé de toute façon, on a mis 30 patates sur ce type, bon, sans déconner, quoi. Enfin, moi, rien que ça, déjà, je veux bien que Florent Ghisolfi soit, bronzé, sympathique, musclé et qu'on fasse des vidéos rigolotes. Mais bon, moi déjà un directeur sportif qui met 30 patates sur un joueur qui en fait 6 mois après est inutilisable parce que tu prends un entraîneur, qui a un style de jeu totalement opposé, bon, on verra, hein, s'il le vend 40 millions à Bournemouth, pourquoi pas, hein, si, club propriétaire de Lorient le récupère dans l'autre sens, en guise de service après-vente. Mais non voilà, enfin bon allez, j'ai fait mon petit Mofi bashing, je me suis fait plaisir, on va essayer d'être un peu plus objectif. On le sait qu'en fait, sur un match, où on va jouer, essentiellement en contre, que ce soit au Vélodrome, que ce soit à la maison face à Paris, peut-être à Lille sur la dernière journée, il est capable de te planter un doublé parce qu'il va te trouver en profondeur, parce que c'est sa plus grande qualité. C'est comme ça qu'il jouait à Lorient, c'est comme ça qu'il s'est fait, connaître et qu'il a acquis sa réputation. Donc c'est pas un joueur qui est inutile non plus, hein, on va pas se mentir. Il a mis sa dizaine de buts. Bon, on peut toujours dire entre les buts du genou, les pénaltys, tout ça, mais il les a souvent mis par, paquet de 2 ou de 3 dans des matchs où, ben, il fallait quelqu'un sur de rares occasions obtenues en contre pour les inscrire. Donc voilà, merci à lui pour ça. Ça reste pour l'instant le meilleur buteur du club, cette saison. Ça soulève peut-être d'autres problèmes et d'autres débats. Maintenant, oui, bien sûr, dans un match comme face à Lorient, c'est une ineptie pour moi de l'aligner et ce n'est qu'une question de statut. Parce que tu sais très bien que collectivement, ça va être une galère monstre. Tu disais, on a joué à 10 contre 12. Effectivement, moi je me demande si, Terem Moffi, il n'était pas le troisième défenseur central de Lorient, par instant, tellement, il a gâché des ballons où il était à 20 mètres parce qu'il a raté un contrôle, parce qu'il n'a pas fait le bon mouvement dans l'intelligence de jeu, collective avec je trouve une équipe qui tournait plutôt bien pour une fois, offensivement. Donc non, enfin, il a pas sa place dans ce genre de match. Moi, je veux bien le revoir au Vélodrome si jamais on s'attend au genre de match qu'on décrit depuis, tout à l'heure. Pourquoi pas à la maison face à Paris ou à Lille lors de la dernière journée. Mais oui, pour les petits matchs face à Stras enfin les petits matchs, ils sont tous c'est important, mais pour les matchs, où on risque d'être un peu plus dans le contrôle, comme vendredi et puis comme Strasbourg et Le Havre, par pitié, mettez Guessant, quoi. En plus de ça, maintenant qu'on a vraiment des joueurs de ballon qui semblent arriver un peu à communiquer au niveau QI foot, autour de lui avec Mohamed Ali Chaud et Jérémy Boga. Les 3 peuvent plus ou moins, permuter. En plus, ils ont tous les 3 cette, particularité de pouvoir à peu près jouer aux 3 postes de l'attaque. Moi, ça me semble être la connexion la plus naturelle niveau football et en plus au niveau comportement et implication, oui. Tu en disais quelques mots en fin d'intervention, Pancho, mais il y a une question de mérite aussi et je suis pas sûr que Terem Moffi, mérite encore d'être l'attaquant titulaire de cette OGC Nice-là, hein. On sait que des fois, il est pas titularisé parce que quelques retards aux causeries. Heu, moi, je le vois pas trop impliqué ni dans le projet club, ni avec ses coéquipiers, ni dans le collectif. Je serais même pas surpris qu'en fait, il soit sur la liste des transferts, cet été si jamais quelqu'un veut bien nous l'acheter à un tarif qui, nous permet de pas trop être ridicule sur la moins-value. Je serais convaincu que ça ça se trouve. C'est un peu là-dessus que je suis circonspect. Mais bon, après, peut-être qu'on aura un autre entraîneur cet été et qui, louera les qualités de Terem. Mais bon, moi, je pense que encore plus que ce qu'on disait sur le milieu de terrain tout à l'heure, il y a un vrai problème d'utilisation et de profil avec ce joueur-là. Donc pourquoi pas le voir sur des matchs clés où ça sera peut-être le facteur X, mais moi globalement, non. En fait, si jamais tu veux, dire que tu as un jeu de possession et une maîtrise et que tu veux, l'attaquant le plus complet, c'est évidemment Evan Guessant parce que, on ne mentionne même plus l'existence de Gaëtan Laborde potentiellement à ce poste-là. Mais bon, à 4 journées de la fin, j'abandonne ce combat. J'ai perdu la guerre, je le comprends tout à fait. Non, mais puis le mérite, enfin, tout Mofi qu'il est, tout investissement qu'il y a pu avoir derrière, moi je considère Guessant, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, mais sur la saison, c'est l'un des rares joueurs qui a été régulier du début à la fin. J'ai les souvenirs quand même
de ce match à Lorient où justement Mofi arrive en retard à la causerie, qu'il est titulaire un peu surprise, Guessant, il fait son match et on sent dès le mois d'août que dans l'utilisation dans le jeu, il propose des choses avec ses caractéristiques qui correspondent peut-être plus à ce que peut proposer Mofi dans cette idée de jeu de Farioli. Ça, c'est la première chose. Je trouve que c'est triste pour Guessant qu'il soit relégué à ce statut de remplaçant parce qu'il mérite clairement mieux. Et je rejoins totalement Hugo sur ton ressenti au sujet de Mofi. On a investi énormément. Enfin, c'est une folie de se dire ça, hein, d'ailleurs, que c'est la recrue la plus chère de l'OGC Nice. Pour un joueur qui, on a un espoir quand même de plus-value, mais qui est quand même techniquement assez faible, en fait. Donc, est-ce qu'on se dit, on a encore le temps de le valoriser, de le développer, et peut-être que par son profil, etc., il partira en première ligue. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sky, mais c'est à peu près ce que j'avais dit dans un de tes podcasts, où je te Mhm. disais, je pense que ce qui peut nous sauver, c'est son profil première ligue, en se disant que, voilà, en plus, il est anglophone. Non, parce que ça fait 5 ans qu'il est en France, il lâche pas un mot de français, ça, c'est un autre débat, mais ça Ouais. montre peut-être aussi un certain investissement dans eh bien, le projet club. Ça, c'est un autre débat. On va pas s'y engouffrer maintenant, mais voilà. Mais on en revient toujours au même point. Et la question, les gars, c'est est-ce que Mofi est sur le départ? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux s'en séparer le plus rapidement possible? Naturellement que l'avenir de Francesco Farioli, si celui-ci est menacé, aura une répercussion sur certains joueurs. Mais Hugo, toi, tu ferais quoi concrètement? Là, on se projette un peu à cet été, mais finalement, ça arrive rapidement. Il y a de fortes chances qu'on soit encore une fois, européen. J'espère ne pas Oh, le porter chat la noir, poisse. c'est abusé. J'espère ne pas porter la poisse, mais on y viendra. Ouais, ton ressenti un peu sur la gestion cet été que doit avoir Ghisolfi sur Mofi. Bah, c'est compliqué parce que tu sais pas déjà, comme tu as dit, à quelle place tu termines. Si tu as un barrage de Ligue des Champions à jouer, on sait jamais, hein. Mm. Fin juillet, début août, tu peux pas te permettre de. Parce qu'on l'aborde, je pensais aussi sur le départ. Enfin, on peut pas se retaper une ligne d'attaque en un mois. Comme Sky l'a dit, le niveau financier, la plus-value sur Mofi, moi j'y crois zéro, hein, moi. Parce qu'il a un profil Première Ligue, ok, mais il a plutôt un profil bas de tableau Première Ligue actuellement. Parce que je regarde le top 10 de Première Ligue, je vois très peu d'attaquants qui sont incapables de garder le ballon dos au but et d'être comme ça tout le temps en Timberland quand il doit contrôler un ballon. Donc à voir, hein. On peut le vendre, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut le vendre au-delà de 15 millions? Ce qui serait le minimum quand tu vois ce qu'on a investi, j'y crois zéro. Et surtout que Ghisolfi, Mofi, c'est quand même sa signature, hein. C'est lui Mm. qui le fait venir après un mois intense de négociation. Je pense que sa crédibilité dépend aussi du cas Mofi, donc je le vois mal comme ça le lourder à Fulham ou à Crystal Palace après un an compliqué. Et vu qu'il s'est engagé dessus, j'ai vraiment du mal à le voir Hmm. partir cet été personnellement, donc je pense que faudra faire avec et espérer qu'il progresse et que, bon, je sais pas quel miracle, ouais, on arrive à tirer le meilleur de lui, ce qui va être très compliqué. À part si on joue tous nos matchs en transition en contre-attaque, ce que j'espère pas du tout. On verra bien. Messieurs, je vais vous demander aussi votre MVP de la rencontre. Avant qu'on accueille Quentin pour parler de ce cher club de l'Olympique de Marseille. Votre MVP de la rencontre Nice-Lorient, les gars. On va commencer par toi, Sky. Tu as l'honneur de débuter sur un exercice qui n'est pas évident. Mm. Voilà. Tu mets qui MVP? Vu qu'on a eu comme consigne hors antenne de ne pas donner le même, je vais essayer de faire un peu original, parce que bon, je pense que le MVP, c'est l'aiglon du match, il est évident, mais pour dire un peu un autre joueur, je vais dire Jérémy Boga, parce qu'après avoir eu la tête dans le seau, dans le cul, dans tout ce qui, partout où tu peux rentrer une tête avec son raté à Reims, et puis des performances en dents de scie, hein. Bon, on ne représente pas Jérémy Boga. Je trouve qu'il a fait un vrai match complet au-delà de son but. Il s'est vraiment remis la tête à l'endroit. Il a apporté le danger comme on le souhaitait. Nombre d'incursions dans la surface où il a pu éliminer son vis-à-vis, bien combiner avec
ses coéquipiers. En fait, de la même manière qu'on disait sur Khéphren Thuram tout à l'heure, c'est ça qu'en fait on a envie de voir de Jérémy Boga. Ça marchera pas à chaque match. On sait qu'il y a des matchs où il sera peut-être physiquement moins bien, où son adversaire le tiendra mieux, et ben on râlera, mais tant pis. Mais si 15 ou 20 matchs dans la saison, il arrive à faire face aux plus petites équipes, comme il a fait là face à Lorient, c'est-à-dire leur mettre la misère systématiquement, apporter le déséquilibre et le surnombre, ce qu'un Mohamed Ali Chaud, par exemple, n'a pas trop bien réussi à faire, contrairement à ces dernières semaines. Voilà, je me dis qu'avec ces deux-là, avec un peu de chance, il y en a au moins un des deux qui, à chaque match, fera ce job-là. Là, c'était Jérémy Boga. Vu la dernière sortie, c'était pas évident, donc voilà, bravo à lui. Puis il marque un but, plus difficile à marquer que celui qu'il aurait dû inscrire à Reims. Donc voilà, on aura besoin de lui comme de beaucoup d'autres, pour faire une fin de saison, qui nous amènera en coupe d'Europe. Justement, Boga, pour information, il est déjà statistiquement, avec 23 matchs joués à l'OGC Nice, sur la deuxième meilleure saison statistique de sa carrière, Mmh. puisqu'actuellement il est sur 5 buts et 2 passes décisives. Sa meilleure saison étant à Sassuolo en 2019-2020 avec 11 buts et 2 passes D. C'était le petit point statistique gratuit et offert. Hugo, ton MVP de la rencontre. Évidemment, comme Sky l'a dit, je pense que c'est Sanson, on est tous d'accord, on en a déjà parlé en début d'émission, sa capacité vraiment à initier le pressing, son volume de course et cette efficacité dans la surface adverse. Mais comme on en a déjà parlé aussi, j'avais envie de mettre en lumière un autre joueur c'était aussi compliqué en 2024 sur et en dehors du terrain, c'est JC Todibo. Comme je l'ai dit un petit peu en début d'émission, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu dans cette capacité justement à sortir très haut, comme on le voyait tous les matchs en début de saison. Le match au parc où il récupère ce ballon sur Mbappé et on marque derrière. Enfin, j'ai beaucoup apprécié de revoir ces séquences-là avec Todibo qui monte très haut pour récupérer les ballons limite dans les 25 mètres adverses et Dante qui reste derrière pour tenir le numéro 9 au duel. C'est quelque chose qui fonctionnait extrêmement bien en début de saison et qui nous permettait de nous placer très haut sur le terrain, de récupérer des ballons et d'initier vraiment beaucoup de pressing et d'agressivité. Donc j'ai vraiment apprécié de revoir ça. Il a été top. Je pense que c'était un de ses meilleurs matchs en 2024, lui aussi, parce que c'était quand même compliqué. Il faisait beaucoup bouger dans les duels par des attaquants qui, normalement, il les contrôlent tranquillement. Donc hier, je l'ai trouvé très très bien dans l'attitude, très très bien aussi dans la relance. C'est le Todibo que j'aurais aimé voir toute la saison et que j'espère voir, notamment, on en aura besoin si on veut gagner au Vélodrome. Et puis ben, moi je vais clôturer par un joueur qu'on a beaucoup descendu, je pense, dans nos émissions respectives. Mais Khéphren Thuram, à ce niveau-là, sans stater, sans être décisif, il est pertinent, il est très utile et c'est le Khéphren Thuram, je pense, qu'on attendait tous. C'est dommage qu'il arrive lors de la 30e ou 29e journée. Mmh. 29e journée. Voilà. On est tous d'accord pour dire que Morgan Sanson a été décisif et c'est mérité ce titre honorifique d'Aiglon du match. Mais alors, le match de Khéphren Thuram, honnêtement, on attend les mêmes, en fait. On attendait les mêmes. Justement, le calendrier cette semaine, on arrive rapidement sur un gros morceau. Après cette belle victoire contre Lorient, on enchaîne directement avec un déplacement au Vélodrome. Et vu, on va dire, la programmation de l'émission assez tardive par rapport au match de Lorient, on va faire un petit avant-match avec Quentin, l'habitué du Club Pancho, qui nous porte régulièrement chance-bonheur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est invité du podcast Temps Additionnel. Salut Quentin, comment tu vas? Alors attends, je vais te mettre du son. Voilà, ça, Ouais. ça ira beaucoup mieux. Salut Quentin, comment tu vas? Alors j'apprécie à moitié cette introduction, mais non, sinon ça va très très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Ravi comme à chaque fois de venir dans le Club Pancho. Alors justement, Quentin, l'Olympique de Marseille vit un peu une saison rocambolesque, Divertissante, divertissante. Voilà, c'est lundi matin. diversifiée, horrible, Voilà, c'est... parfois avec beaucoup de haine et beaucoup de joie. C'est très particulier hein, cette saison. Mais on survit, on survit. Mais c'est vrai que bon, on aura l'occasion, je pense, d'en parler. Mais là, les dernières semaines, elles ont été plutôt variées, très variées. Plutôt varié. Alors justement, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, à croire que les Olympiques nous offrent vraiment beaucoup de, on va dire
de choses à commenter, on va dire, je vais pas dire de bonheur, mais voilà, De de divertissement, je divertissement. pense. J'y arrive pas, je Le pense, mot. hein, divertissement. Bon, à chaque fois que tu veux dire divertissement, tu lèves la main et je te le fais. C'est ok, c'est ok. Je ferai apparaître ça à l'écran, ce sera beaucoup plus simple. Alors, quand on va parler peut-être de ce qui s'est passé eh bien, récemment, ce match à Toulouse qui faisait suite aussi à cette qualification en demi-finale d'Europa League. Ouais. Voilà, tu l'as dit, c'est assez contrasté. Et puis, bon, all-in sur l'Europa League, là, dans le contexte actuel. Voilà, enfin, comment tu as vécu un peu ces derniers jours, déjà, dans un premier temps? Déjà, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé jeudi, on est très heureux de disputer un dernier carré européen face à un adversaire comme l'Atalanta qui risque d'être très difficile à gérer, même si on ne va pas cacher notre plaisir de tomber sur l'Atalanta plutôt que Liverpool, déjà. C'est un peu plus abordable pour nous et comme ça, on peut rêver un petit peu à une finale européenne à Dublin le 22 mai prochain. Mais rien n'est encore fait, hein, bien sûr. Et puis on espère retrouver quelques joueurs d'ici là, parce que l'infirmerie est assez pleine du côté de Marseille. Je pense que ça vous a pas échappé, notamment pour mercredi. On risque encore d'avoir pas mal d'absents. Mais voilà, il y a eu l'euphorie de jeudi avec le scénario qui a été assez insoutenable avec ce but tardif de Mumbagna et puis cette prolongation qui a été tout aussi insoutenable avec une séance de tir au but parfaitement gérée pour une fois pour l'Olympique de Marseille, c'est à noter. Et il y a eu ce match hier soir où on s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait du relâchement, puisqu'il y a eu un match, il y a eu 120 minutes de jouer jeudi soir. Il y a eu un turnover d'effectuer. Alors, le turnover en question, c'est avec les moyens du bord. Quand tu alignes une défense Balerdi, Onana, Gay, c'est que tu as du mal. Murillo était obligé de redescendre un petit peu dans son couloir droit, ne pas trop se projeter. Du coup, ça faisait qu'on avait un Luis Enrique en piston droit avec un Ulysse Garcia sur le côté gauche. Ce qui fait que on a des joueurs qui n'étaient pas forcément dans des positions préférentielles et qui ont un peu galéré à se mettre en place, même si j'ai été plutôt étonné de la première mi-temps qu'on a fait. On a été plutôt en place, on a pas mal gêné les Toulousains, notamment sur leur relance. Et ce qui a permis à notre équipe d'ouvrir le score par Jean Onana, encore une surprise. Mais Jean Onana, d'ailleurs, qui a été la surprise de ce match. Honnêtement, il a fait un très très bon match, très très solide, l'ancien Bordelais. Mais voilà, il y a eu 2 erreurs de Paolo Lopez qui font que les Toulousains, sur le peu d'occasions qu'ils ont, mettent 2 buts. Les Toulousains n'ont pas été dangereux pour un sou, hein. Quand on regarde les stats avancées, c'est 0,57 d'expected goals pour Toulouse, donc c'est pas énorme. Marseille, c'est un peu plus de 1, donc là aussi, vous allez me dire, c'est pas ouf non plus. Mais sur le match dans sa globalité, bon, on mérite peut-être pas plus, on mérite peut-être pas moins, mais le nul est plutôt logique, même si on a dû encore patienter jusqu'aux derniers instants pour égaliser encore Mumbagna, hein, et puis un but tout à fait incroyable du Camerounais. Donc ça va lui faire du bien. Juste pour parler rapidement de lui, ça va lui faire du bien parce qu'il a été vivement critiqué sur ses premiers pas avec l'OM. C'est pas encore ça, il a encore une grosse marge de progression, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire avec lui. Et ça va lui faire énormément de bien d'avoir mis 2 buts importants comme ça. Parce que d'une part, ça nous décroche pas tant que ça pour la course à l'Europe, parce que Marseille actuellement est 9e à 6 points du Racing Club de Lens, qui est le premier européen et qui a un match de plus. Donc maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles ce mercredi. Et malheureusement, j'ai peur que mercredi, on n'ait pas récupéré tout le monde. On va récupérer Gigot, qui était suspendu. Donc ça, c'est déjà un plus pour la défense centrale, même si Gigot n'est pas le meilleur défenseur de l'OM cette saison, loin de là. Et on verra, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de cases pour mercredi. Je suis pas sûr qu'on récupère énormément de monde. Justement, les absents, enfin, je vais donner les absents contre Toulouse. Klos, Gigot, Harit, Mbemba, Meite, Merlin, Nadir, Rongier, Sarr, Soglo. C'est pas mal. Donc tu disais mercredi soir, retour de Gigot, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle au vu de la dynamique. Ah Et surtout, alors ça m'arrache la bouche de le dire, hein, mais Balerdi en ce moment, c'est quand même très solide. exceptionnel. Qui l'eût cru, en fait. On en est même à ce que des comptes Twitter le mettent dans le débat des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Et pour le coup, il fait une saison tout à fait incroyable, Leonardo Balerdi. Il revient de très très loin. C'est le meilleur défenseur de l'OM cette saison. Il n'y a pas photo. Chancel Mbemba a eu du mal à démarrer et à quelques passages à vide de temps en temps. Samuel Gigot, c'est vraiment
le jour et la nuit avec avec la saison dernière où il a été très bon la saison passée. Et là, c'est l'ombre de lui-même. Et après, derrière, on n'a pas énormément de référentiels. Omo Meite a eu très peu de temps de jeu, même si sur le très peu de temps de jeu qu'il a eu, c'était pas trop mal. Mais Léo Balerdi, honnêtement, je suis très content. Moi, j'étais pas le plus agressif quand on venait à charger Léo Balerdi. J'avais encore beaucoup d'affect pour ce joueur parce que tu sens quand même qu'il y a des qualités, notamment à la relance. Mais voilà, les sautes de concentration, notamment, je me remémore le match aller contre Nice où il prend un rouge bête. Tous les ans contre Nice, hein, c'est un peu notre joueur préféré. Hein. C'est ça, c'est pour ça. Mais non, mais voilà, cette saison, il y a vraiment eu que ce match-là où il a vraiment, il est sorti du cadre de son match. Mais depuis ce match-là, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le patron de la défense cette saison. Et c'est con parce que, bon, il y a très peu de chances pour qu'on joue la Ligue des Champions cette saison, si ce n'est qu'avec une victoire en Europa League, on pourra la jouer. Mais je pense pas qu'il restera à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Et c'est dommage parce que c'est vraiment la meilleure saison de sa carrière pour le moment et on va pas pouvoir en profiter après. On va le vendre très certainement pour un prix plutôt avantageux, j'espère, je l'imagine. Mais voilà, c'est très content de voir cette saison-là. Dommage que ce soit dans une saison qui va tomber dans les oubliettes très rapidement, quoi. Alors Hugo, ce match mercredi soir, attendu, forcément, c'est toujours particulier lorsque l'OGC Nice joue contre l'Olympique de Marseille. Tu l'as dit un peu, enfin on se l'est dit un peu pendant l'émission, pas évident de prédire un peu la physionomie de la rencontre. Et puis surtout, à quel Nice on va avoir droit, à quel Marseille aussi on va avoir droit. Comment est-ce que tu imagines un peu cette rencontre? Est-ce qu'on peut supposer que la rivalité, même si d'après beaucoup, elle n'existe que d'un côté, Bah ouais, hein. va on va dire, être un stimulateur par rapport à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu imagines? On sait que l'année dernière, il y a eu une victoire aussi niçoise au Vélodrome. Comment tu vois un peu les choses? Franchement, j'ai du mal à me positionner parce qu'on a deux équipes qui sont un petit peu imprévisibles et irrégulières. Je trouve que Marseille, c'est quand même une équipe qui est à domicile. En tout cas, au Vélodrome, c'est pas du tout la même équipe qu'à l'extérieur. Je crois qu'ils perdent qu'un seul match en championnat cette saison, c'était Le contre PSG, Paris. oui. Et en plus, sur le contenu du match, j'ai trouvé Marseille qui avait quand même bien bousculé Paris. Donc, c'est une équipe qui, je trouve, à l'extérieur est complètement amorphe, mais à domicile, par contre, ils sont capables de te mettre, à défaut de fluidité technique, une bonne intensité comme ils l'ont fait contre Benfica l'autre soir, quoi. Ils peuvent être poussés par leur public et dans l'intensité te mettre en grande difficulté. Et nous, de l'autre côté, à l'extérieur, c'est une victoire en 2024, mais une victoire à Lens dans un contexte qui est un peu similaire à celui qui va nous être proposé. Donc en soi, j'ai vraiment du mal à savoir si Marseille va venir nous chercher haut, sinon on va volontairement se mettre en bloc bas, si on va être à l'aise en transition. C'est possible. Historiquement, ces dernières années, on a quand même très peu gagné à Marseille. Je crois que l'année dernière, on gagne, mais avant, la dernière fois, c'était la saison Ben Arfa. Donc ça commence à remonter. C'est un terrain qui nous réussit pas. Surtout que Marseille va devoir vraiment gagner s'ils veulent accrocher l'Europe par le championnat. Ils peuvent revenir quand même à 4 points de nous s'ils gagnent. Donc c'est pas non plus inenvisageable pour eux de terminer dans le top 5. Nous, de notre côté, on va un peu mieux depuis ce match contre Lorient, mais on n'a pas non plus un échantillon de match suffisamment énorme pour se positionner. Donc moi, j'ai pas un très bon feeling avant ce match, je vais pas mentir. Je signe tout de suite dès demain pour un nul pour maintenir l'écart avec l'OM et se positionner pour la fin de saison. Mais ouais, je pense qu'on verra pas un grand match de niveau technique. Après, au niveau intensité, il pourrait y avoir une bonne bagarre, un peu comme l'année dernière finalement. Ouais, Sky, tu le vois comment ce match? Difficile à prédire. Bon, forcément, comme tous les matchs de l'OGC Nice, hein, quelque part. Oui, Mais, déjà. mais bon, on aurait été plus confiant si on avait perdu contre Lorient. Là, on a gagné contre Lorient, donc on ne sait pas exactement à quoi s'en tenir. En fait, il y a de quoi devenir schizophrène, quoi. Oui, bah, ça, c'est l'OGC Nice, hein. De toute façon, c'est l'ADN du club, hein. Obligé de le placer une fois par émission également. Mais bon, pour toutes les raisons qu'on a déjà dites, hein, c'est difficile à prévoir. Marseille, effectivement, reste sur une belle performance à la maison en Coupe d'Europe et sur un match, même si le résultat n'a pas été bon, mais solide face à Paris. Après, c'est sur une série dégueulasse en championnat, il me semble. C'est pas genre 4 défaites et un nul là, Il y a du 4 coup, défaites donc et un nul. Ouais. La dernière voilà. victoire en championnat, que je dise pas de conneries, elle remonte au mois de mars contre Nantes.
Donc en fait, tu Voilà. es là en train de te dire, oui, ils sont impériaux à domicile ou quasiment, mais en attendant, ils sont sur une mauvaise série. Donc je sais pas très bien dans les têtes comment le retour au Vélodrome face à une équipe d'un autre standing que Paris ou Benfica se passera. Il y a beaucoup d'absents, comme Quentin l'a rappelé. Après, je pense que ça va aussi se jouer dans les ambitions que nourrit Marseille sur cette fin de saison. Parce que ouais, Quentin disait qu'ils étaient un peu loin des places européennes. En vrai, si jamais tu comptes que la 7e place a des chances de l'être selon Oui. le vainqueur de la Coupe de France, en fait, Marseille en gagnant mercredi peut être 7e. Donc du coup, se replacer déjà pas très loin du top 6, un peu plus sécure, mais surtout virtuellement revenir dans les places européennes. Alors bon, je peux comprendre que la Conference League, ça soit pas l'objectif de début de saison, mais je sais pas, Quentin, Là, si on je te dis prend. au moins, si je te dis de terminer devant l'Olympique Lyonnais, je pense que c'est un objectif un peu plus Alors motivant, par oui, exemple. là, Mais c'est même un devoir avec l'Olympique Lyonnais qu'on a cette voilà. saison, j'ai envie de te Donc en dire. fait, si Marseille se dit, avec ce match-là, on peut réintégrer le top 7, repasser devant Lyon et se donner le droit de peut-être aller chercher, une équipe comme Lens ou peut-être comme Nice aussi, en fonction de la fin de saison. Je pense qu'ils vont faire le jeu et s'ils vont faire le jeu, on sait très bien, nous, qui on est alignés, notamment en pointe, on en parlait tout à l'heure avant l'arrivée de Quentin, mais on a déjà une bonne idée du scénario du match et c'est pas forcément pour me déplaire, compte tenu de notre, solidité, défensive, un peu retrouvée, des profils de joueurs en forme qu'on a en ce moment qui, je pense, sont plutôt amenés à jouer en contre. Si on se retrouve à faire un match, sale avec une grosse guerre au milieu de terrain, là, je suis peut-être un peu plus circonspect sur l'issue. Bon, déjà qu'on n'est jamais vraiment allé, confiant au Vélodrome. Mais voilà, pour moi, ça va se jouer aussi un peu dans les ambitions de jeu de Marseille, sachant que nous, de notre côté, on a un peu plus le temps, on va dire, de voir venir, parce qu'en fait, un match nul, ça conforte ta 5e place, ça te laisse quand même relativement à portée de tir de Lille. On n'est pas dans le même impératif de points que l'Olympique Mmh. de Marseille en Ah réalité. non. Après, bien sûr, si on gagne, on revient à 2 points de la 4e place qualificative en barrage de Ligue des Champions, avec le calendrier qu'on connaît, c'est-à-dire 2 équipes à notre portée, un Paris qui sera peut-être déjà champion, déjà en vacances ou déjà en finale de Ligue des Champions et surtout, potentiellement, si on est bon jusque-là, une finale, à Lille face aux principaux concernés pour cette place-là. Donc en vrai, il y a quand même une petite importance pour Nice, Il est beau ce scénario. J'ai envie d'y croire. si Donc tu on perd. gagnes, franchement, alors, je vais faire mon pancho, hein, c'est-à-dire mon authentique chat noir, mais en fait, si tu gagnes à Marseille, là, mercredi, je vois vraiment pas comment tu ne peux pas être européen. Mais voilà, ou comment, on va dire, tu ne peux pas être dans le top 7. Après, tu peux être crucifié par Lyon qui gagne la Coupe de France à la dernière minute, tu vois. Mais tu aurais, 9 points d'avance à 4 matchs de la fin sur sur le 8e. Et même, tu en aurais 8. Ça veut dire que Rennes va te prendre plus de 2 points par match en 4 journées. Voilà, enfin, tu serais en tout cas sûr à une victoire de t'assurer une place au moins européenne. Donc en fait, ce match-là, il peut aussi te dire, il peut te valider toute ta fin de saison très facilement et te donner le droit de rêver peut-être encore quelques semaines à la plus belle des Coupes d'Europe. Et puis, enfin, je me permets quand même de rajouter la mise en contexte sur le début de saison, sur la seconde place, sur le fait qu'on n'était pas européen cette saison, qu'on ait moins de matchs que d'autres équipes. Enfin, qu'on soit bien d'accord. Si l'OGC Nice n'était pas européen, c'est une catastrophe industrielle. De toute façon, c'était l'objectif annoncé. C'est une catastrophe. C'était l'objectif annoncé, c'est le standing du club aujourd'hui, de toute façon, d'être dans les 7 premiers. Il y a Brest qui truste une place un peu inattendue à la place de laquelle tu pourrais mettre Lyon ou Marseille. En fait, voilà, tu as ton top 7, top 8 aujourd'hui de Ligue 1 qui est attendu. Les deux autres, enfin, il y a 2 des 4 olympiques qui sont un peu en défaillance cette année, donc profitons pour terminer devant eux. Après, voilà, comme je te dis, il y a un scénario qui te plaît, Pancho, c'est qu'on revienne à 2 points de Lille. Il y a aussi un scénario où on est à 8 points de mercredi. Donc bon, on verra lequel c'est, mais disons que ce match face à Marseille, c'est peut-être le match qui va valider les ambitions européennes des 2 clubs pour ce sprint final. D'autant plus que Marseille reçoit Lens Ouais, la même semaine. Donc là, en fait, dimanche. Quentin, on est sur 2 matchs qui conditionnent ta fin de saison, enfin, en championnat du moins.
Bah là, les deux, trois prochaines semaines, en fait, ça va être décisif pour notre enfin pour la saison prochaine, en fait. Pour notre avenir futur, enfin pour notre avenir proche, c'est-à-dire que tu vas recevoir Nice mercredi, tu reçois Lens dimanche, le jeudi d'après, tu reçois l'Atalanta en demi-finale aller. Tu vas une semaine après, puisque le match de Ligue 1 a été reporté, pour permettre au club français encore engagé de bien se reposer, etc., de bien préparer leur match. Donc tu as une semaine sans Ligue 1. Ensuite, tu vas recevoir Lorient et tu finis avec Reims, des déplacements à Reims et au Havre. Là, les 2 prochaines semaines, c'est des must-win. Tu es obligé. Si tu ne gagnes pas contre Lens et contre Nice cette semaine, déjà par le championnat, tu peux t'estimer que c'est foutu. C'est foutu. Même si tu gagnes tes 3 derniers matchs, il faudrait qu'il y ait un accident industriel devant pour que tu puisses espérer être dans le top 7 minimum. Donc moi j'y crois absolument pas si on gagne pas ce match-là mercredi déjà. Mercredi c'est obligatoire. Mercredi c'est obligatoire. Si tu veux continuer à rêver, c'est obligatoire. Là je pense que quand même, je reviens un petit peu sur les blessés, etc. Je pense qu'on va récupérer du monde par rapport à dimanche. Il y a eu un gros turnover de fait. Il y a des joueurs comme Harit par exemple qui n'ont pas joué. Lui devrait pouvoir tenir sa place, je pense, contre Nice mercredi. Mbemba, ça devrait pouvoir peut-être revenir d'ici mercredi. J'ai encore un doute, mais je crois que c'est possible. Gigot revient de suspension. Voilà, il y a du monde en attaque aussi. Le seul absent, c'est Ismail Assar. Donc maintenant, voilà, c'est à nous de prendre notre destin entre nos mains, puisque là, honnêtement, il n'y a plus que ça à faire. Il n'y a plus que ça concrètement à réaliser. On est dans une saison où je sais pas, c'est une expérimentation, savoir comment on peut malmener à bien ou à mal les nerfs d'un supporter. Cette saison, c'est vrai que on se plaint et on est très nombriliste lorsqu'on est supporter de foot, mais alors, la saison de l'Olympique de Marseille, tu la classes où par rapport à celle de l'Olympique Lyonnais? Parce que bon, il y a eu le mercato hivernal qui a donné un nouvel élan à Lyon, il y a ce parcours en Coupe de France, mais vraiment, cette année, Ouais. c'est Après, calme. l'Olympique Lyonnais a un coup de pouce de la Ligue. Voilà. Nous, on n'en a pas eu. Nous, on n'en a pas eu. Après, on s'est saboté tout seul. On s'est saboté tout seul, hein, bien sûr. C'est un travail de longue haleine. Non, après, si on termine derrière Lyon, c'est une saison qui est encore plus catastrophique que celle de l'Olympique Lyonnais. En mois d'août, on jouait un 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Là, au mois d'avril, on est 9e de Ligue 1. Encore qualifié en Europa League, hein, on est toujours demi-finaliste. Donc d'un côté, la saison européenne, elle est réussie pour le coup, mais la saison globale, c'est une catastrophe. Tu te fais éliminer tôt en Coupe de France, tu fais une saison à l'extérieur catastrophique, tu es la 16e équipe de Ligue 1 à l'extérieur quand même. Je Ah sais pas si oui. on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte, là, sur les 2 dernières saisons, on est premier, deuxième. Au Vélodrome, on est complètement à chier. Et là, c'est totalement l'inverse. On est 3e équipe à domicile, invaincu jusqu'au match face au Paris Saint-Germain. On est, comme l'a dit Sky, pas trop ridicule et on aurait pu espérer mieux. Et à l'extérieur, on a 2 victoires seulement. Et les 2 victoires, c'est contre les 2 derniers de Ligue 1, Lorient et Clermont. Voilà, ça annonce un peu le tableau. Donc ouais, cette semaine, on va essayer de s'appuyer sur nos forces, c'est-à-dire jouer à domicile devant notre public. Hugo l'a dit, ce sera peut-être pas un match très très beau, mais je pense que l'intensité qui a été mise au Vélodrome depuis le début de saison a souvent été en notre faveur et je pense que ça pourrait être un plus pour nous sur ce match-là avec les éléments et le 11 le plus proche, on va dire, d'être une équipe type. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose contre Nice mercredi. Justement, Quentin, quel est le joueur attendu? Quel est le joueur qu'on va devoir surveiller, bien sûr tous, mais celui que tu attends et tu penses qu'il peut avoir un impact sur le match de mercredi soir? Bonne question. Bonne question parce que ça dépend. En fait, il y a beaucoup de phases dans lesquelles il y a un joueur qui va se démarquer. En ce moment, Aubameyang est un peu plus en retrait, mais sert un peu plus dans le travail de l'ombre. Il l'a très bien fait sur le match d'Europa League face au Benfica, où il délivre une très bonne passe décisive face à Mombagna et même il est dangereux. Il est tout le temps dans la prise de risque, beaucoup d'occasions. Il tente beaucoup, donc ça j'apprécie beaucoup. Donc oui, surveillance quand même sur Aubameyang, qui fait une saison incroyable. Je pense que si là pareil, c'est un peu comme Balerdi, si on avait fait une saison convenable, on aurait plus parlé de lui comme un attaquant marquant du 21e siècle à l'OM. Là pour le coup, j'ai peur que sa saison passe encore
aux oubliettes, malgré le fait qu'il ait de très bonnes stats. Sinon, en termes de joueurs à surveiller, Kondogbia sur le dernier match, moi, me satisfait pas mal. Il a été pas mal critiqué sur son rendement, avec notamment pas mal de blessures. Mais je trouve que sur le dernier match, il est plutôt imposant. Il a beaucoup de consistance au milieu de terrain, des choix plutôt cohérents. Pour moi, Kondogbia est à surveiller, bien sûr. Balerdi, forcément, en défense centrale, est un patron. Donc voilà, si je peux vous donner quelques clés. La colonne vertébrale, quoi, finalement. C'est un peu ça. Balerdi, Kondogbia, Aubame. C'est un peu ça, ouais. Parce que là, sur les côtés, malheureusement, on peine à avoir des joueurs décisifs. Iliman Ndiaye a un problème à l'allumage, visiblement. Et puis, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont individuellement hauts cette saison, malheureusement. Donc, on s'appuie sur parfois une puissance, on va dire, collective, mais qui ne dure jamais très longtemps. Donc, on va espérer que cet enchaînement de matchs au Vélodrome va nous porter chance et nous rapprocher du top 6, parce que ça pourrait être une semaine très décisive. Comme je l'ai dit, on pourrait revenir après cette semaine à hauteur de points de Lens. Donc, ça pourrait donner une belle dynamique pour notre fin de saison. Pour terminer, messieurs, vous allez devoir vous mouiller. Alors, c'est pas un exercice évident, hein, forcément, surtout lorsqu'on regarde les 2 saisons de nos 2 clubs respectifs. Hugo, tu as ta boule de cristal à portée de main. Juste devant lui. Il est mercredi soir, juste devant toi. Il est mercredi soir, 23h, 23h30. Quel est le score? Pour la 50e fois cette saison, le GC Nice n'a pas réussi à faire le 3 avec ses adversaires et s'est incliné 2-1 au terme d'un match d'un piètre niveau. Frustrant, marqué par une énième erreur d'arbitrage. Évidemment, où l'OM est parti fort et a marqué 2 buts d'entrée. Nice a dominé la seconde période sans concrétiser cette occasion, réduit le score, mais trop tard. Et l'OM revient à 4 points de Nice. Alors, j'achète, Ouais. mais j'y crois pas du tout. Pourtant, Les deux buts comme ça d'entrée, c'est pas OM 2023-2024. Ça. ouais, mais bon, Marseille à domicile versus Nice à l'extérieur. À Nice qui en plus peut faire un coup contre un concurrent. Je crois que la dernière fois, c'était le match contre Monaco. On pouvait les mettre à 10 points. On est passé deuxième à 10 points. On perd et derrière. On a beaucoup de mal à négocier les virages, hein, depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, voire même d'années. Hugo, analyse terminée. Donc défaite de 2-1. Malheureusement. Sky. Après, si tu veux un bon pronostic, en ce moment, il faut faire appel à Louraï. Hein, c'est vrai, c'est vrai que c'est incroyable. Phénoménal le type, quoi. Oui. Mais voilà, n'hésite pas à lui demander. Hein, peut-être qu'il nous donnera un peu de baume au cœur, parce que moi, je trouve que Hugo s'enflamme un peu, est un peu optimiste. Pour moi, c'est une vieille défaite 2-0 avec un rouge pour Jean-Pierre Todibo. Hein. le scénario, on le connaît. Hein. Oh les Et gars, la suspension, c'est quoi la suspension de 3 matchs, on le revoit plus sous notre maillot. Et puis voilà. Très bien. Il n'a pas le droit à son ovation pour son dernier match à l'Alliance. Non, mais c'est terrible. Voilà, c'est ça. En vrai, si on fait un match nul un partout, je finis en slip. Voilà. Louraï vient de m'envoyer un message. Victoire 2-0, but d'Oignon et Elbuc. Ah non, ça c'était pas la même saison. Le message a mis du temps à arriver. C'est pas la même saison. Oula. Pas trop de réseau. Ok. Quentin, les gars, là c'est. Attends, Sky, du coup, ton prono c'est quoi exactement? 2-0 rouge pour Todibo. Ah ouais, d'accord. Ok, ça marche. Quentin? Une victoire 1-0 de Marseille. Voilà, eh bien, je vais embrayer le pas. Et rouge pour Todibo ou pas? Parce que nous, la défaite, on est au courant, c'est bon, on va rendre. Si on prend un rouge, nous, vous gagnez. Oui, apparemment. Voilà. D'accord. Si vous prenez un rouge, vous gagnez. Parce que nous, on est la pire équipe de Ligue 1, je crois, en supériorité numérique. Youssouf au Rosario va se sacrifier, et puis c'est bon, ça marche. Non, s'il vous plaît, restez à 11, les gars. On ne sait pas gérer les équipes à 10, nous. Non, victoire 1-0 avec beaucoup d'intensité. Je pense on risque peut-être d'empêcher Nice de partir en contre sur ce match-là. Il y aura quelques occasions, bien sûr, côté niçois, je pense, mais dans l'ensemble, je pense qu'on aura un match plutôt fermé malgré tout, avec peu d'occasions côté marseillais, mais suffisant pour aller l'emporter. J'y crois beaucoup. C'est par ce match-là, en fait, qu'on doit lancer notre fin de saison et aussi préparer les grosses échéances à venir la semaine prochaine. Donc 1-0 Marseille. Un partout.
Un partout, voilà, Alors, je passe. match solide, une mi-temps pour chacune des équipes. Du jeu, des occasions, un Boulka de Gala, un but du Tibia de Mofi, hein, ça spécial. Voilà, match nul, ça me va, je pense que ça nous va. Marseille très fort à domicile. Bon, voilà, je vais pas non plus viser la victoire, même si forcément ça pourrait le faire. Mais voilà, match nul, on prend. Et puis, pour surtout bien lancer cette dynamique, parce que pour l'instant, eh bien, l'OGC Nice, on le répète, est 5e avec 47 points. Rennes est 7e avec 42 points. Il y a toujours ce matelas confortable. S'il vous plaît, faites en sorte de ne pas chier cette fin de saison. Vraiment, là, je vous en conjure. Vraiment, voilà, il y a beaucoup trop de choses qui se sont passées ces dernières années pour qu'on soit heureux en tant que supporter de l'OGC Nice. Messieurs, fin de ce format d'émission, hein, on va dire un 2 en 1, débrief de Nice-Lorient et projection sur ce match au Vélodrome de mercredi soir. Un grand merci à Quentin d'être venu. Voilà, Merci beaucoup. une nouvelle fois dans le Club Pantio en espérant que tu nous portes bonheur. Et puis Hugo et Sky, ben merci, on te retrouve Sky dans Avantinissa dès cette semaine pour le débrief du derby. Et puis Hugo, Jeudi ben soir. écoute, quand tu le souhaites, quand tu Au plaisir. peux, tu reviens. On se retrouve, nous, eh bien, soit mercredi soir à chaud, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais au plus tôt ce sera Ça à dépend chaud du le score. mercredi Ça soir. dépend du score. Voilà, ou alors dès le lendemain en live Twitch. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon début de semaine, et puis on se retrouve très vite sur tous les réseaux pour eh bien, d'autres débriefs pour cette fin de saison. Passez une très bonne semaine, à très bientôt, la Bayeta et Sanissa. Salut à Issa tous. Nissa. Salut. Ciao.